Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Jerry. Et moi, c'est Mardo. Aujourd'hui, on est vraiment content d'accueillir quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'homme orchestre dans son milieu, étant donné qu'il est en gestion d'événements. Donc, je vous prie d'accueillir avec moi Alex Kenol. Bonjour Alex, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci d'être venu, de t'être déplacé, définitivement. Alors, pour commencer, on voudrait savoir qui est Alexandre Kenol? Qui est Alexandre Kenol? C'est un passionné de sport et d'entrepreneuriat. En fait, de beaucoup de choses. C'est un généraliste. OK. On peut dire ça comme ça, c'est un généraliste. Actuellement, j'occupe les fonctions d'un entrepreneur. J'ai une entreprise qui s'appelle Geek, qui est en gestion d'événements et stratégie marketing. Je suis aussi copropriétaire d'une ligue de soccer intérieur. Je gère aussi, par l'entremise de Geek, une artiste que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Kairi, une chanteuse violoniste. Je suis également un papa. OK. Je suis également un papa, fièrement. Alors, mais quel âge a ton enfant, si tu nous permets? Mon fils vient d'avoir il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, puis ça, honnêtement, on voit ça grandit vite. Ça grandit extrêmement vite. Tu vas voir, ça passe extrêmement vite. Mais si je pourrais te demander, quelle est ta première réaction le jour que tu as appris que tu allais être père? Le jour que j'ai appris que j'allais être père, j'étais surpris. OK. J'étais surpris. C'est avec la mère de mon fils, c'est venu un peu plus vite que prévu. OK. On venait de se marier, ça faisait pas trop longtemps. Et puis, dans ma tête à moi, j'avais un plan. En fait, en bowling, après certaines actions, tu peux pas vraiment être surpris si toutefois le Clear Blue marque positif d'une certaine manière, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite que ça. J'étais super content, mais en même temps d'être content, dans l'optique de où est-ce que j'étais dans ma carrière, je me disais, OK, comment on va arranger ça? Parce qu'à la fin de la journée, moi, j'ai mon père a eu ses enfants un peu tard, là, on doit être tard. Ma soeur, il avait 34 ans et moi, il avait 38 ans. Puis il m'a toujours dit, un enfant, ça se prévoit. Puis lui, il avait pris plus son temps pour que ma soeur et moi, on puisse, naître dans les meilleures dispositions. OK. Pour que justement, qu'il y ait un équilibre qui soit déjà établi et qu'on puisse justement pouvoir grandir et pas avoir de manquement d'une certaine manière. Surtout étant des immigrants, c'était un peu ça l'idée. Donc, mon idée était un petit peu endoctrinée par ça, mais j'étais super content. Mais c'était un mélange de joie et de peur. Et puis, mais tu voyais que comme la joie, elle était là, mais il y avait beaucoup de peur, en voulant dire comme, OK, là, on s'en va dans tu deviens vrai. Tu deviens vrai. C'est l'inconnu aussi. Quand c'est notre premier, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on a différentes craintes. Et puis, venant d'un entrepreneur, tu te demandes, est-ce que, les business que j'ai commencé, est-ce que je vais pouvoir continuer avec le même rythme? Mm-hmm. Alors, c'est sûr, c'est pas facile, mais au moins, il y avait la joie. Oui, non, c'est sûr, j'étais content. Après, le timing, mais après, on parle de timing, mais je pense que le timing, c'est... rapidement, tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un enfant. Donc, rapidement, tu te dis, OK, c'est là, et puis on va avancer. De toute manière, dans la vie, c'est comme ça. Hein. C'est des situations... Ça sortait pas du champ gauche, mais je pensais que ça allait arriver un petit peu plus tard. OK. Parfait. Merci. Comme je disais, il n'y a jamais de moment parfait. Là, on s'entend là-dessus. Moi,
je ne sais pas pour toi comment ça s'est passé, mais il n'y a jamais de moment parfait pour ça. Mais on est super... comme ça change la vie. Effectivement, ouais, ça change une vie, ça c'est clair et net. Ouais. Maintenant, quand on parle de paternité, il y a différents types de manières de le vivre. Moi, je le vis en étant séparé de la mère de mon fils. On partage ça ensemble. Pendant la pandémie, avec les restrictions qu'il y a, avec la réalité qui est comme elle est, comment tu as vécu la garde partagée? Ben, tout d'abord, c'est qu'au début de pandémie, je n'avais pas la garde partagée. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. En fait, la séparation entre la mère de mon fils et moi a été de manière un peu houleuse. Ça a été un petit peu à gauche, à droite, probablement de la manière que ça a été fait, de la manière que ça a été appris, de la manière que la décision a été prise de mon côté. Plusieurs personnes ne pouvaient pas nécessairement comprendre. Mais je pense que des fois, dans une situation, tu es le seul qui peut vivre quelque chose et comprendre pourquoi tu prends des décisions. Et à un moment donné, tu arrives le fait d'avoir un enfant, des fois, avoir un enfant, l'enfant est beau, mais autour, ça va créer des remous d'une certaine manière. Et puis, dans ma situation à moi, ça m'a mis dans certaines réflexions, du moins, ressorti certaines réflexions que je pensais qui étaient non seulement de passage ou quoi que ce soit, et qui a fait en sorte que je me suis rendu compte que la mère de mon fils et moi, nous ne voyons pas nécessairement dans la même direction, et que malencontreusement que de mon bonheur à moi, je pense qu'elle aussi, le bonheur n'était pas présent. Et puis, donc c'est ça qui a fait en sorte que ça a amené à la séparation, malheureusement. Et puis, dans une séparation comme ça, l'enfant est tout petit et tout, donc évidemment, la mère doit être proche de l'enfant, c'est sûr. Il est en train d'allaiter et tout ça. Et moi, j'étais conscient de ça. J'étais conscient que il y avait un temps à faire, et puis il faut laisser le temps aller, parce qu'à la fin de la journée, quand l'enfant naît, comme le père est important, mais l'enfant est dépendant de sa mère, en fait, d'être allaité et tout ça. Donc, il a fallu que je prenne un peu la patience, mais il était catégorique pour moi et très clair que je n'étais pas qu'un géniteur et je voulais être un père à part entière. J'ai eu la chance d'avoir un père qui a été très présent pour moi, et je le vois un peu quel est l'apport versus des amis qui n'ont pas eu la même chance que moi, d'avoir son père, d'avoir le père, d'avoir la mère. Donc je sais à quel point le père, mon père est une figure qui est très importante pour moi, et pour tous les enfants d'ailleurs. Et puis, donc c'était assez clair que quand mon fils allait devenir un peu plus indépendant, entre guillemets, là on allait entamer le tout pour que je puisse le voir à part entière. D'une certaine manière, à part entière, je veux dire à 50-50, ça c'était catégorique. Finalement, les choses ont un peu... je pense que la mère n'était pas nécessairement d'accord avec ça, avec certaines craintes qu'elle avait et et c'est quelque chose qui lui revient. Mais de mon côté à moi, au moment où mon fils pouvait être un peu indépendant, c'était clair dans ma tête à moi que je voulais jouer un rôle et être là, du moins le plus possible. Et si c'est dans le cas échéant, dans la séparation, ça devait être à 50-50, mais c'est ça qui était clair pour moi dès le départ. Donc, au début de la pandémie, ce n'était pas le cas. Je pensais que ça allait être le cas, mais j'ai été un peu dans le processus. J'ai été surpris qu'on ne partageait pas la même vision par rapport à ça. Et en bout de ligne, Donc, quand tu parles de la même vision par rapport à ça,
que c'était important que son enfant voie son père? Oui, c'était important, mais pas à 50% du temps. OK. Donc, et pourtant, je trouvais ça un peu... C'est ça le truc, c'est que déjà dans une grossesse, et d'autant plus mon fils, c'est quand même une grossesse à risque parce qu'il y avait une malformation, puis la manière que ça s'est fait, on était à une échographie, puis là, il y a le radiologiste qui nous dit que l'enfant a une certaine malformation. J'ai jamais vu ça, quoi. Appelez votre médecin. Donc, on était un peu lancé là-dedans. Ouais, honnêtement, je trouve ça vraiment... c'était vraiment difficile. Et puis, là, ce qui arrive, c'est que... Et que je crois que souvent, les hommes, on n'en parle pas beaucoup. Puis, les femmes ne le comprennent pas. Puis, je peux comprendre aussi qu'ils ne le comprennent pas. Parce que les femmes, elles ont l'enfant en elles. Ça, elles ressentent. Nous, les hommes, on est dans une imagination. Donc, puis si tu veux être autant impliqué, ben oui, tu veux le supporter, mais tu es dans une imagination. So, rappelez-vous que là, il y a quelque chose, il y a l'enfant dans le ventre de ma femme à ce moment-là, et on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'il est en santé, on ne sait pas si il va être paralysé et tout ça. Et moi, je dois me montrer fort, mais à l'intérieur de moi, j'ai peur. À l'intérieur de moi, je stresse et j'ai beaucoup de choses en même temps. Et je sais que je dois assurer mon rôle de père de famille et d'essayer d'avoir le tout. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose que j'avais beaucoup c'était un gros challenge, d'une certaine manière. Et ce qui fait en sorte que, bon, il est né, puis grâce à Dieu, tout se passe bien, tu sais, on s'en va à Sainte-Justine, quoi que ce soit. Mon fils a une malformation, mais là, aujourd'hui, il marche. On pensait jamais qu'il allait marcher, et là, il marche, et tout se passe bien. Et quand je vais là-bas, je peux pas dire que mon fils est malade. Je vois vraiment des enfants malades. Et mon fils, tu sais, c'est une malformation. Quand tu y penses, il n'y a rien là, tu vois. Et donc, en suivant le processus... Puis elle, bon, comme j'ai dit, elle n'était pas très ouverte à l'idée que je sois là à 50% du temps, ou du moins pas aussitôt dans sa vie. Je ne partageais pas cet avis-là. Faut comprendre que moi, je viens d'un système assez matriarcal. Donc, mon père a été élevé avec sa mère. Ma mère a été avec sa mère. Ma mère, c'est une figure forte et tout. Puis une figure féministe, donc je me considère toujours comme féministe. Mais qui dit féministe dit que la femme est l'égale de l'homme, mais par procuration, l'homme est l'égal de la femme aussi. Ouais. Donc, pour moi, c'était un must que quand il va être en mesure, ben, je voulais que... Au départ, je ne pensais pas me battre pour ça, mais je voulais que mon fils bénéficie à 50% de son père. Après, il allait probablement avoir un beau-père, un truc comme ça. J'ai pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci parce que c'est ça la vie. Ouais. Mais 50% du temps, il allait bénéficier de son frère. Donc, en bout de ligne, on a dû faire les procédures juridiques et en intérim, la juge m'a ordonné la garde partagée à 50%. Ça, c'est quand même vraiment fantastique parce que on entend tellement d'histoires que la justice est contre les pères et tout ça. Puis là, toi, dans ce processus-là, tu sais, tu le vivais, ce processus-là, tu avais sûrement cette crainte-là. Puis là, qu'on t'annonce que tu vas avoir 50% de... Comment tu as réagi? J'ai failli faire un accident. Honnêtement, la vérité, c'est... Tu sais, je me rappelle ce matin-là, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'en médiation, j'avais proposé... Je comprenais un peu le processus. Je lui avais proposé que le 50% arrive un peu plus tard. Juste le temps qu'on s'acclimate, parce que je commençais à le voir un peu plus souvent. Puis honnêtement, sur la pandémie, probablement la situation a été différente. Ah ouais. Mais avec la pandémie, comme vu que j'étais toujours à la maison, ben, ça m'a donné l'opportunité de mes craintes, mes peurs, tout ça, ben, je savais que je devais être le substitut de sa mère. Mm-hmm. Donc, en devenant le substitut de sa mère, c'est moi qui dois, tu sais, je dois me lever, je dois le suivre, je dois voir comment il se sent, changer les couches, choses à faire là, aller dans les rendez-vous. Puis,
quand mon fils est avec elle, mais elle devient un peu le substitut de son père. Mais je voulais y aller d'égal à égal, du sens que j'allais faire le maximum que je pouvais pour devenir le meilleur père que je pouvais. Donc, je lisais, la littérature sur les pères, là, je veux dire, tu lis ça que si t'es père. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, je lis, et puis je commence à m'acclimater, je commence à voir, puis bon, en même temps, j'ai un fils qui est souvent de bonne humeur, donc ça fait en sorte que ça facilite un peu la chose, mais pour moi, c'était quand même, cette situation-là a fait en sorte que ça sorte le meilleur de moi-même, si je peux dire ça comme ça. Je veux dire, si on va dire j'avais été encore avec la mère, je pense que j'aurais jamais été aussi habile. Et encore une fois, je dis pas que je suis habile, mais je suis à l'aise de m'occuper de mon fils. Encore une fois, sans oublier ou sans minimiser l'apport de sa mère. Sa mère doit être là. Sa mère est sa mère, il n'y en aura pas une autre mère, c'est sa mère. 50% du temps, il est avec elle, 50% est avec moi. Et je veux pas qu'il ressente un manquement ou quoi que ce soit. Donc, ça m'a permis justement de l'apprendre. Mais je l'ai appris, honnêtement, j'avais proposé que je puisse être 50-50 à partir de décembre. Je comprenais le processus, qu'il y a un détachement qui fait avec la mère, puis je lisais beaucoup là-dedans, et honnêtement, je ne croyais pas vraiment à mes chances d'aller l'obtenir 50-50 là, mais je l'ai obtenu en intérim, ce qui est quand même assez rare pour un père, puis l'enfant est assez jeune, but c'est ce que je voulais l'avoir plus tard, mais la vie m'a donné ça, puis j'allais pas reculer derrière ça, et puis ça te fait une fierté d'avoir pris le challenge et de devenir un père plus complet que je l'aurais jamais été. Et tu sais, si je peux m'exprimer là-dessus, parce que tu as mentionné des affaires importantes, mais pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, moi je travaille dans le domaine de la paternité, je travaille pour le regroupement de la valorisation de la paternité, puis tu as dit, quand vous avez appris premièrement la nouvelle, tu sais, que ton enfant allait avoir sûrement une malformation, tu avais peur. Mais tu devais être là pour soutenir ta femme, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est un problème dans notre société. Aussi, le message qu'on envoie à les hommes. On leur envoie un message de, bon, vous allez devenir être père, mais il faut que vous soyez là pour supporter maman. Il faut que maman ne stresse pas. Tu sais, alors, on leur dit, être père, c'est d'être le supporteur et non vraiment d'être présent et puis de regarder à nos propres émotions. Tu sais. Alors, il n'y a pas assez d'espace, moi je le dis personnellement, mais il n'y a pas assez d'espace dans cette communauté où ce que les pères peuvent aller exprimer ces craintes-là et avoir certains échanges, tandis que les mères, ils ont beaucoup plus ça que nous. Tu sais. Ça, c'est vraiment, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation. Moi, quand je vois qu'il y a des causes qui me touchent, comme par exemple la santé mentale, et j'ai voulu en parler, bien que je n'ai pas vraiment eu j'ai peut-être déjà fait une dépression sans que je le sache, là, mais j'ai pas eu de problème de dépression à ce niveau-là au départ, mais mais je l'ai vu beaucoup, je l'ai vécu de manière empathique avec beaucoup de personnes autour de moi, ou peut-être, comme j'ai dit, je l'ai peut-être eu sans le savoir, puis c'est quand même comme quelque chose de spécial, c'est qu'au niveau de la communauté, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas. Et ça m'a permis de devenir le porte-parole d'une association qui s'appelle Alphabem, qui aide les familles et les proches des gens qui sont atteints de santé mentale. Et puis, la manière que ça fonctionne, c'est que tu es nommé, on m'a demandé si je voulais être coprésident. OK. Donc, la manière que tu es un coprésident, c'est que tu supportes le président pour une année, puis la deuxième année, tu deviens le président de... OK. Donc, moi, je devais être président cette année, mais l'an dernier, quand j'étais coprésident, j'invite ma famille, il y a peut-être une centaine de personnes qui viennent, c'est un vernissage. Tout se passe bien, tout ça. Et puis, il y a une personne qui ouvre la cérémonie, ou du moins qui ouvre le vernissage, et il lève la main, ben, il parle à tout le monde, il dit, hey, d'entre vous, là, qui connaît quelqu'un qui est atteint de santé mentale? OK. Il y a 100 personnes dans la place. Tout le monde lève la main sauf 12 personnes. Les 12 personnes, c'est les 12 personnes qui sont venues avec moi. Les 11 personnes sont venues avec moi, donc ma famille. OK. Et c'est là que je me suis même rendu compte que c'est tellement tabou que non, il faut que quelqu'un en parle parce qu'il y a certains d'entre nous qui souffrent, mais qu'à cause qu'on n'a pas été
on a été endoctriné à ne pas parler de ça, ben, ça nous met dans les problèmes. Vous comprenez? Et puis, ben, donc c'est devenu une cause que j'ai voulu défendre d'une certaine manière. Puis au niveau de la paternité, ben, j'aurais jamais cru que j'aurais eu quelque chose à défendre comme ça, mais c'est... Puis mon but de venir en parler, c'est pas le fait de tu sais, je veux dire, mon fils a une excellente mère, là, c'est la meilleure mère qu'il aurait pu avoir, mais un père a des droits. Un père a des droits, un père peut avoir des sentiments, un père peut avoir il peut avoir le droit de trouver ça dur. Et c'est là que je me suis rendu compte que des fois les femmes, ou du moins pas les femmes, mais nous les hommes, on sous-estime le besoin de sécurité qu'une femme nous apporte. Parce qu'on parle vraiment de la sécurité que nous, on doit apporter aux femmes, mais on oublie. Et moi, honnêtement, je pense sincèrement qu'une femme est peut-être plus sensible dans la plupart des cas, mais elles sont faites plus fortes que nous, les hommes. Ça, c'est ma perception. Parce qu'elles sont capables de véhiculer les émotions. Et si elles véhiculent les émotions, on les comprend mieux. Si elles les comprend mieux, elles sont capables de mieux vivre et être plus heureuses. Nous, on a de la misère à le faire. Absolument. Ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à ressortir et ça nous met dans une situation qui est précaire. Donc, quand j'ai compris ça, et j'ai juste compris que le type de personne que j'étais et la mère de mon fils, on n'était pas compatibles à ce niveau-là. Mais c'est une bonne personne, elle fait sa vie actuellement, elle va dans cette direction. Moi, la même chose, notre focus, c'est de faire en sorte de mettre les énergies pour notre fils, puis que notre fils ne ressente jamais ce manque, malgré qu'il grandit, qu'il ne rejoigne jamais ce manque. De toute manière, il y a une belle famille, il y a une belle famille au niveau maternel qui l'aime et tout ça, les amis, tout ça, elle est bien entourée. Même chose pour moi. La seule chose, c'est de faire en sorte de mettre nos énergies pour que notre fils ne ressente jamais ce manque-là. Là, il est petit, mais j'espère que quand il va grandir, il va être en mesure de voir ses deux parents dans deux milieux différents, mais qui mettent l'énergie pour son bien-être. Puis, mais en tout cas, moi, je te félicite premièrement de ne pas avoir abandonné dans cette étape-là. On s'entend qu'une rupture, il y en a plein. Il y a des ruptures qui se passent bien, il y en a qui sont très difficiles, il y en a... Puis de la façon que tu me parles, on dirait que c'est encore un peu dans un processus, mais c'est des hommes comme toi qui font la différence dans les statistiques. Parce que maintenant, au Québec, on compte, je pense que c'est 19% des parents qui se rendent, et des papas, désolé, qui se rendent dans le processus légal, qui réussissent à avoir cette garde-là. Tandis que si tu regardes dans les années passées, on était vraiment dans du 7%. Alors les papas allaient vraiment surtout adhérer à la peur, la crainte, the threat de ce que la maman pouvait nous dire. Alors bravo de ne pas lâcher, puis d'avoir la vision que tu as aussi. Puis je pense que c'est des belles valeurs que tu vas être en mesure de redonner à ton garçon plus tard. Alors, ben, tu sais, ben merci en premier lieu. Puis tu sais, mon fils n'a rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Mon fils n'a rien demandé. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir fait beaucoup de sport d'équipe ou quoi que ce soit. Je comprends le paradoxe. Je comprends le fait qu'elle a son travail à faire et j'ai mon travail à faire. Mais j'ai mon travail à faire aussi. Et pourquoi? Tu sais, moi, t'as un père qui veut être dans la vie de son fils, qui veut être impliqué. Ben, il n'y a aucune raison pour laquelle je voudrais... Puis souvent, il y a des... On va se le dire, parce qu'il y a souvent il y a des papas que ça les arrange de les voir, moi, souvent, les enfants. Ah, ça les arrange. C'est vrai. Il y a des papas que, comme ils se disent, oh, je vais voir que le week-end, non, mais tu sais, c'est la mère, tu sais, c'est elle qui fait les affaires. Non, moi, c'est pas ce que je voulais. Ah. Moi, je voulais être présent, qu'il y a accès à son père et il y a accès à sa mère. Et puis, et j'étais catégorique là-dessus et je le serai jusqu'à la fin. Chapeau. Sérieux, chapeau. Ouais. J'ai rien d'autre à dire par rapport là-dessus, mais félicitations, puis lâche pas parce que c'est des belles valeurs. Puis je pense pour du monde qui nous écoute à la maison aussi, si il y a des papas qui sont dans cette situation-là, des fois ils peuvent se sentir dépourvus. Tu sais, on se sent que il n'y a pas d'issue, tu sais, je vais pas gagner en cours ou quoi que ce soit, mais tu démontres clairement qu'il y a de l'espoir, puis que oui, notre système de justice, si on le veut, tu sais, puis on est capable de prouver qu'on peut s'occuper de notre enfant aussi, tu sais. Tout est possible. Exactement. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'il faut simplement faire une dissociation entre la relation puis l'enfant. Exactement. Et il faut le plus possible le faire dans le respect. C'est sûr que, comment dirais-je, ma relation avec mon ex-femme, ça finit de manière houleuse. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Mais
je ne veux pas ça avec la relation avec la mère de mon fils. Ce qui veut dire qu'il pourrait arriver quoi que ce soit, mais ça, de toute manière, ça ne m'appartient pas. C'est pas la relation que j'ai avec elle. La relation que j'ai avec elle, c'est la mère de mon fils, et nous sommes tenus d'être partenaires jusqu'à la fin. Puis, tu sais, je vais dire une dernière chose, puis après on passera à une autre question, mais tu dis quelque chose que moi j'enseigne souvent, et puis dans tes mots, on le ressent. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui vont vivre des ruptures, et puis ils vont le présenter, ils vont dire mon ex, ou en tout cas certains mots qu'on ne dira pas aujourd'hui, tu sais, mais tu as continué de répéter, tu sais, la mère de mon fils. Tu sais. Alors juste ça, c'est une forme de respect pour la personne ou pour ta partenaire, tu sais, ou ton ex-partenaire qui élève ton enfant avec toi. Alors, je pense dans les termes. C'est ma partenaire. Et elle va le rester. Exactement. Tu vois, comme j'ai dit, il faut faire la part des choses, mais ça, je pense que tu l'apprends aussi beaucoup dans le sport. Je peux détester quelqu'un sur le terrain, mais après le terrain, c'est terminé. Ouais. Je veux dire, c'est un peu la même réalité. Pour pas dire que je la déteste pas du tout. Comme je dis, à la fin de la journée, moi, je veux voir mon fils heureux. Puis, si au niveau de elle, par exemple, tu vois, elle peut avoir quelqu'un. Moi, pour l'instant, moi, c'est ce qui m'importe. Si elle est heureuse, si elle fait en sorte d'être heureuse, elle, parce que vraisemblablement, on n'était pas ensemble. Puis le problème, c'est qu'il ne faut pas se cacher. C'est la vie. Ouais. C'est la vie. Je veux dire, combien de couples ça arrive? C'est la vie. Malheureusement, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu se faire différemment? Possiblement. Mais en même temps, c'est l'apprentissage qu'on fait. L'apprentissage qu'elle a fait, l'apprentissage que j'ai fait. Et c'est ça, la vie. C'est vrai. Tu vois, la vie va nous mettre dans une direction, elle va nous orienter dans une direction. Et tu l'apprends et tu avances. Donc, dans cette situation-là, je veux simplement, sincèrement, qu'elle soit heureuse et ce qu'elle fait, qu'elle réalise tout ce qu'elle veut faire, qu'elle réalise tout ses rêves et tout ça. C'est jamais moi qui va mettre des bâtons dans les roues de quoi que ce soit. Pas du tout. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est que mon fils soit bien et qu'il puisse avoir accès à son père à 50% du temps. C'est tout ce que je demande. Après le reste, ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit, ça ne m'importe plus. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, et c'est peut-être dans cette sérénité-là que j'ai approché. J'aime pas le mot le diable, j'aime pas le mot bataille, parce que théoriquement, c'était pas quelque chose qu'on devait se batailler. Ça a donné comme ça, c'est pas mon choix, mais ça a fait en sorte que c'est ça. Maintenant qu'on est rendu là, du moins, moi, c'est mon intention de faire tout ce qui est dans mon possible pour que on puisse grandir les deux là-dedans et que mon fils se sente bien, tout simplement. C'est bien dit. Puis je te le souhaite définitivement. Sur un autre sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de ton podcast, comment dirais-je? Ah, oui. En fait, comment dirais-je, ça, c'est toutes des initiatives qui ont commencé de la pandémie. Hein. Comment dirais-je, toi, quand même, bon, je pense que je l'ai peut-être dit 3 ou 4 fois jusqu'à maintenant, ou 5-6, je sais pas. mais comment dirais-je, c'est vraiment... je pense qu'on a bêté combien de fois. C'est pas vrai. Comment dirais-je, j'ai vraiment quelque chose qui est, que je dis souvent. Puis encore, c'est vraiment drôle parce que tu sais, dans les jeunes, hein, mon père le dit autant que moi ou plus souvent. Et la manière que je pensais à, comment dirais-je, j'ai toujours eu un projet de parler un peu de ce que j'ai pu vivre, parce que je suis un gars qui est quand même très je suis pas très ouvert sur les émotions, quoi que ce soit, et j'ai toujours pris je me suis toujours retrouvé à partir des projets, puis être à la tête des projets et tout ça. Donc, mais j'étais toujours là pour les autres à essayer d'exprimer, mais je suis pas la personne qui va le mieux. Je suis pas une personne qui aime se victimiser à la base. J'ai pas été élevé comme ça, et je suis pas une personne qui était le mieux pour véhiculer un peu mes émotions. Et puis, comme j'ai dit, moi j'ai une révélation peut-être à 28 ans, 27 ans de ce que je voulais vraiment faire dans ma vie, d'accord? Et je voulais être un entrepreneur avec tout ce que ça venait. Okay. Et puis, comment dirais-je, ça a été une initiative que j'ai commencé à parler à plusieurs entrepreneurs. Donc, j'ai parlé à 75 entrepreneurs en 25 jours pendant la pandémie. Mais tu sais, c'est facile, encore une fois, tout le monde était accessible, donc tout le monde avait une affaire, donc tout le monde disait oui, puis c'était des lives Instagram.
Et j'ai eu beaucoup de... J'ai eu plusieurs retours sur le fait de... Ah, c'était vraiment inspirant, c'était vraiment inspirant. Puis plusieurs fois, comme il y avait des gens que je parlais, puis ils me disaient ah, ça c'est une bonne question. Mais OK. Une personne le dit une fois, 2 fois, 3 fois, là, tu dis ah, ok, je commence à m'y J'ai plaire. quelque chose, là. Exactement. Et puis, quand j'ai arrêté, parce que bon, ça devenait un peu, c'est travail de recherchiste, là. Je parlais à 3 entrepreneurs à chaque jour. Donc, la journée, mais j'avais rien d'autre à faire, on s'entend là. Mais dans la journée, je passais mon temps à voir, OK, parce qu'il fallait que je fasse un espèce de speed dating de 20 minutes entre tous les entrepreneurs. Et puis, quand j'ai terminé le 75e, j'étais, OK, il y a quelque chose là. Bon, on va prendre le temps de souffler un peu. Puis, on va revenir avec une forme qui doit être un peu plus intéressante. Et là, je cherchais de quelle manière le faire. Puis là, des podcasts, il y en a des millions. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire comme ça, un peu comme une émission web. Et mon but, c'était vraiment ça. C'est de parler à plusieurs entrepreneurs de leur cheminement. OK. Et vraiment quelque chose qui est très niché, que je recherche dans toutes les personnes que je parle, c'est de savoir à quel moment ils se sont retrouvés sur leur X. Parce que, en fait, quand tu te retrouves sur ton X, c'est comme un coming out. Puis quand je dis coming out, je dis ça sans offense à tous celles qui le passent parce que c'est pas la même chose. Hein, mais la même idée du coming out, d'une révélation de soi, qui fait en sorte qu'à ce moment-là, tu dis, OK, ça, c'est ce que je veux faire. Ouais. Puis ça arrive de 7 à 77 ans. C'est vrai. Moi, ça arrivait à 28 ans, par exemple. Ma soeur, elle, a 12 ans. On regarde le film L'Avocat du Diable Okay. avec Al Pacino. On finit le film. Moi, ma soeur et moi, on regardait que des films. D'ailleurs, on fait peut-être encore ça. Bref, on finit le film. Elle a 12 ans, j'en ai 8. Elle me regarde. Elle me dit, Alex, je dis oui. Elle me dit, c'est ce que je veux faire de ma vie. 20 ans plus tard, elle était avocate. Wow. Ah, mais elle, malgré qu'elle a pu avoir beaucoup de challenges et tout ça pour se rendre là, c'était ce qu'elle voulait faire. Et c'était le end goal. C'était son but, c'était son objectif. Et c'est là qu'elle voulait aller. Et quand tu as ce end goal-là que tu trouves, c'est là que tu t'en vas. Il n'y a pas de détour, c'est là que tu t'en vas. Et ce processus-là m'intéresse beaucoup et m'interpelle. Parce qu'avant d'aller chercher ce processus-là, tu as un travail à faire sur toi et tout ça. Donc, comment dirais-je, en fait, l'émission, c'est que je me nourris un peu de ces histoires-là pour justement intégrer dans un projet que je vais avoir, que je vais présenter, comment dirais-je, qui est un peu ma perception de la vie, mais qui va être autour de se retrouver sur son X. L'idée est vraiment, c'est comment prendre les outils pour te retrouver sur ton X. Sérieux? Ben, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ben, allez voir, comment dirais-je. Vraiment intéressant. Donc, la plateforme, je pense, c'est Facebook principalement, Ouais, mais YouTube aussi. Oui, on est sur YouTube. On a migré un peu sur YouTube, mais on travaille avec Go Station Canada. D'ailleurs, je le salue, Louisinho, qui sera une belle histoire de père à inviter ici. Et, envoie-lui nos infos. C'est un gars que je voyais qu'il faisait tout ça, il le faisait seul. C'est un père de famille. Il y a des challenges comme tout le monde, mais c'est son projet de cœur. Et c'est là que, bien que je pouvais avoir d'autres opportunités, j'ai choisi de travailler avec lui parce que j'aimais le côté humain. Après tout ce qui s'est passé dans les dernières années, puis dans ce coming out-là que j'ai fait, d'une certaine manière, moi, ce que je veux autour de moi, c'est du real, le vrai, tu vois. Et quand je parle du vrai, c'est vraiment, dans le vrai, il y a tout le monde à leur challenge. C'est pas la vie des réseaux sociaux que tu montres, que tout le monde a leur challenge, tout le monde a leurs difficultés, toutes les couples ont leurs difficultés. À la fin de la journée, on voit des choses, on aime juger, on aime parler, mais on se retrouve jamais dans la chambre à coucher. Puis la vérité, c'est là que ça se passe d'une certaine manière. Absolument. On n'est pas là. Et donc ça fait en sorte que les personnes avec qui je veux travailler dans des projets en avançant, bien que j'ai travaillé avec beaucoup de belles personnes qui m'ont vraiment aidé, que ce soit au niveau de la ligue de futsal, que ce soit au niveau de Geek, que ce soit au niveau des projets. Il y en a avec qui je continue à travailler, il y en a d'autres que bon, le chapitre termine et puis c'est la vie. Mais les gens avec qui je veux vraiment travailler maintenant, ce sont des gens qui vont m'inspirer aussi. Et je pense que ça incarne ce respect-là et qu'on
qu'on est en mesure d'avancer et travailler ensemble, parce qu'à la fin de la journée, c'est un peu ça que je veux faire. C'est faire en sorte que mon fils manque de rien, que mon fils bénéficie d'un père qui est heureux, parce qu'un père qui est heureux va tout faire pour son fils. Donc voilà. Wow. Et je pense qu'on aurait pu continuer pendant comme 2 heures de temps avec toi. Tu sais, je pense que ton histoire est tellement inspirante. Ce que tu fais, on le voit que tu le fais, oui, pour ton fils, mais que tu le fais pour toi. Tu sais, tu te respectes dans ton rôle de père, puis je pense que ça, c'est un message sur lequel, moi, je vais repartir aujourd'hui avec. Ben, tu vois, ça, c'est quelque chose que mon père, tu sais, je parle souvent de mon père, là, parce qu'il m'a, encore une fois, parce qu'il m'a beaucoup inspiré sur beaucoup de choses. C'est une personne qui était difficilement impressionnable. Des fois, c'était difficile, mais c'est lui qui m'a un peu donné la force pour ne jamais lâcher. Et mon père me dit toujours, la charité bien partagée commence par soi-même. Je ne pensais pas ça au départ. Honnêtement, je ne pensais pas ça, et c'est ce qui fait que dans ma vie, j'ai probablement sauté des étapes. Et ça m'a fait faire des choses que nécessairement je ne faisais pas pour moi. Okay. Et ce qui arrive, c'est que, et dans la paternité, c'est que tu comprends que là, réellement, c'est là que tu as réellement une responsabilité de quelqu'un. Et c'est à ce moment-là que tu dois dire, OK, dans cette situation-là, je dois donner les meilleures énergies et je dois lui donner le meilleur de moi-même. Et pour donner le meilleur de toi-même, tu n'as pas le choix d'être dans une position que mentalement, tu te retrouves bien. Ouais. Donc, quand on dit la charité bien partagée commence par soi-même, c'est que je ne peux pas t'aider toi si je ne peux pas aider ma propre tête. Exactement. Et tu le comprends quand tu as un enfant. Et puis, c'est quelque chose que mon père m'a dit. C'est quelque chose qui fait en sorte que maintenant, j'essaie d'être heureux dans ce que je fais et qui va faire en sorte que je vais essayer d'être le meilleur père pour mon fils. Ben Alex, pour de vrai, je pense que tout ce qu'on peut dire de la part de la production, de la part de l'Histoire de Père, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ton histoire. Tu sais, je pense que tu es un exemple pour beaucoup de papas, de futurs papas même, qui nous écoutent. Alors, encore une fois, merci beaucoup. J'espère que tu vas passer de joyeuses fêtes. Merci, et merci. On se reparle. À bientôt. Je le souhaite à vous aussi. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. À la prochaine. Alors, premièrement, on voudrait vous dire merci à tous ceux qui nous suivent sur Instagram, Facebook, YouTube. On reçoit vos commentaires, on trouve ça très pertinent. On apprécie vraiment votre support. Et on voudrait dire un autre merci à nos commanditaires. Alors, merci à Chads qui nous habille. Vous voyez qu'on est toujours frais. Alors, merci à Chads. Et merci aussi à ceux qui ont conçu et qui réalisent notre décor semaine après semaine, émission après émission. Donc, Iluce Concepts, merci beaucoup de votre aide avec notre show, avec le décor. Merci. Merci. Bonne soirée.